Frédéric, est-ce que tu peux nous présenter les 3 vins qui représentent le mieux ton domaine? Avec plaisir, bonjour Pascal, bonjour à tous, bienvenue au domaine familial. Aujourd'hui, j'ai souhaité faire partager 3 cuvées dans 3 terroirs différents. Donc, dans un premier temps, on va goûter le pinot noir qui a été un petit peu chambré dans le verre. Donc, c'est la cuvée La Marianne de 2015. Et donc, c'est issu d'un terroir marno-calcaire, issu de 3 villages différents. Donc, c'est une vraie cuvée qui provient de Westalten, de Pfaffenheim et d'Egisheim. Et ensuite, nous aurons le Riesling Grand Cru Fersildberg 2014. Et ensuite, pour terminer, le Gewürz Grand Cru Eichberg en 2017. Donc 3 vins très différents, dans 3 types de sols et expositions différentes. Donc on va tout de suite démarrer avec le pinot. Allez, je t'en prie, serre-toi. Santé. Santé, tiens. Donc c'est un pinot noir qui a été élevé, donc d'abord une macération de 15 jours. Tout était grappé. Et ensuite, on réincorpore une partie des rafles, des plus belles rafles. Mais c'est vraiment très, très léger. Et donc, une macération avec uniquement des remontages pour extraire les tanins les plus mûrs, les plus soyeux. Et en 2015, on a la chance de pouvoir utiliser un égrappoir tout récent qu'on a acquis en 2018. Et on en est très satisfait et qu'on fait du très bon travail. Et qu'on se permet d'utiliser en blanc aussi avec le muscat et même le gewürz ici. Et donc ça permet de garder des arômes plus élégants, plus précis et plus authentiques, on va dire, du lieu dans lequel provient le raisin. Et donc pour ce pinot noir, uniquement des remontages pour avoir des tanins relativement souples, soyeux. Et 2015 était une année chaude avec bien sûr une maturité super exceptionnelle. Et on a pu quand même préserver une belle fraîcheur, une belle acidité. Et ça révèle des notes après 18 mois d'élevage en pièces bourguignonnes. Donc ça c'est vraiment une volonté de faire une vinification à la française. Mon père et moi on a étudié tous les deux en Bourgogne. La première cuvée de vrai rouge c'était en 67. Donc avec l'appellation Egisheim qu'on avait déjà revendiquée à l'époque, du temps de mon grand-père encore. Et la première cuvée en pièces bourguignonnes en 83. Et donc, voilà, c'est des vrais rouges avec vraiment la structure, c'est charpenté. Et on a quand même ce côté soyeux et fruité qu'on aime bien dans le pinot noir. Et donc les arômes sont plutôt en complexe floral et aussi de petits fruits rouges comme la framboise, le cassis, le pruneau un petit peu aussi. Et la cerise noire. D'accord. Tu disais des parcelles de différents lieux, entre autres Westalten. Tout à fait. Comment ça se fait? C'est historique ou c'est une acquisition qui a eu lieu Alors pour la petite anecdote, c'est un petit peu particulier, c'est vrai. Ça vient pas de ma maman qui est originaire de Pfaffenheim, c'est mon papa en fait qui a sympathisé avec un ancien et qui ont beaucoup échangé, je pense, par expérience. Et ce propriétaire ne voulait pas vendre à son voisin. D'accord. Et donc c'était un pied de nez un peu, je pense, assez confrère, quoi, parce que je sais pas, ils s'entendaient peut-être pas bien ou je sais pas. Et donc la première parcelle qu'il a acquise, si je me trompe pas, c'était le Zinkenflay. Et donc là, on a une parcelle de... Pas la pire. Non, pas la pire, c'est vrai. Et donc on est sur du pinot gris. On est tout en haut, pratiquement sur le plateau. C'est les dernières parcelles exposées sud-ouest qui regardent le village. Et cette parcelle, en fait, c'était en 92 qu'elle a été replantée. Et il a pas mal travaillé dedans parce qu'il a sorti énormément de cailloux. Donc c'était très physique. Et puis... c'est un terroir à part, et puis le lieu est vraiment super, c'est très beau, ça domine toute la vallée, et c'est agréable d'y bosser même si c'est très physique. Et puis le type de sol c'est encore différent de chez nous, et c'est des calcaires oolithiques, beaucoup de cailloux aussi, et sur du pinot gris c'est un petit peu original on va dire pour le Grand Cru parce qu'il est principalement planté en Riesling et en Gewürz, avec un petit peu de cible amère aussi, même plus qu'un petit peu je crois.
Et donc, je crois qu'il y a uniquement nous et Bestheim, si je ne me trompe pas, qui fait du pinot gris. Il y en a peut-être un ou deux autres, je ne sais pas. Mais là, on a à cœur de travailler cette vigne depuis 25 ans. Et je pense que c'est aussi par ce biais-là qu'ensuite on a pu avoir d'autres vignes. On a du pinot noir et du pinot blanc et un petit peu de Gewürz. Et donc le pinot noir qu'on a là-bas, il y a une partie qui va dans le crément et une partie qui va dans la grande cuvée de pinot noir. D'accord. Et à Pfaffenheim, c'est pareil. Et donc c'est vrai que ça nous permet de faire une sélection et de garder le meilleur pour cette cuvée-là. Et tout ce qui est à Hildesheim, sauf une partie quand même, est en appellation communale. Et bon, elle n'est pas encore validée, mais voilà, de coutume, tout le monde a voulu faire des vrais rouges dans notre village. Donc pour ça, on est content de pouvoir continuer. Tout à fait. Voilà. On goûte Allez. un petit peu. Ouais, alors chez nous, en fait, on aime bien préserver les vieilles vignes. Et ici, la moyenne d'âge est de 40 ans. Et de par le long élevage aussi, c'est vrai que c'est des vins qui ne sont pas toujours prêts à boire tout jeunes. Donc c'est celui qu'on commercialise actuellement. Tous les vins que je présente sont en vente. Et le 2015, ici, on a une petite adjonction de sulfite pour garder l'intégrité et l'originalité de ses arômes et de sa structure. Après, en 2015, on a aussi fait une cuvée sans soufre pour la gamme Hildesheim. Mais toutes les cuvées de terroir, de grand terroir, de grand cru, on souhaite garder un petit peu de contrôle, quoi, et puis de précision dans les vins. Donc ici, c'est un vin qui a 45 de SO2 total, donc c'est relativement raisonnable. Et toujours à la fin de l'élevage, c'est jamais à l'arrivée de la vendange ou en fermentation, quoi. C'est rigolo parce que à l'aveugle, j'aurais jamais dit 2015, quoi, parce qu'il y a vraiment un toucher de bouche qui est vraiment très soyeux. Un côté vraiment, minéral. Ouais, un minéral et tout, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Et oui, il y a ce côté floral. T'as pas le côté marqueur alcool que tu peux avoir sur le 2015, quoi. Ouais. Alors au début, il a peut-être un tout petit peu d'assistance, mais ça part très vite. Ça part très vite, il y a un côté un petit peu sauvageon, un côté un petit peu oui, mais après ça ou sur lui donne son charme. Hein. Ouais, tout à fait. Mais ça se dissipe avec l'air, et voilà, c'est chambré depuis 10 minutes dans le verre, et ça suffit, quoi. On n'a pas besoin de le carafer pendant trop longtemps. Alors après, tout bon alcool qui se respecte se bonifie avec l'âge, et donc l'aération, c'est un petit peu l'accélération du vieillissement du vin. Et donc c'est pour ça que j'ai cœur à les carafer ou à les aérer un petit peu, et ça révèle aussi plus leur potentiel. Ce que les gens souvent ont un peu peur et pas tendance à faire avec les vins d'Alsace, quoi. Ouais. Et encore moins avec les blancs. Avec les blancs. Encore moins avec les blancs. Alors les gens ils se disent on peut carafer, oui, ok. Ouais, vous devez. Un peu surpris. Vous devez même, et surtout ne pas hésiter à l'ouvrir même quand on est seul à la maison, parce qu'on peut le déguster sur 3-4 jours après ouverture. Et suivant les périodes, les accords, les humeurs, le vin se révèle d'une autre manière. En parlant d'accords, justement, avec le pinot noir, moi je verrais bien un magret de canard au mori, un bake-off, tarte flambée, un grillade, ça c'est incontournable. Après, pour la grande cuvée, c'est vrai qu'on peut se lâcher un peu plus quand même. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut proposer d'original? Une pizza. Je plaisante. Si, ça va très bien. Non, mais honnêtement, c'est un vin de plaisir. Ça sera pas coupé au montage, non, je te préviens. C'est un vin de plaisir aussi. Ouais, non, mais tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Il faut pas chercher forcément à se compliquer la vie. C'est vraiment très gourmand. Ce vin-là se marie avec tellement de choses. Bien sûr, tout type de fromage. Il y a une chose là pourquoi la Marianne? Oui, ouais, j'en ai parlé, c'est vrai. C'est le nom de ma maman, donc c'est un peu sa cuvée. C'est une fervente admiratrice du pinot noir. Elle en boit tous les jours. Et donc c'est un peu à son image, et puis c'est elle aussi qui dicte le style, on va dire, quoi. Il faut que ça lui plaise avant tout. Donc si elle ne valide pas, c'est embêtant. Voilà, c'est vrai.
Et du coup, comme c'est en pièces bourguignonnes, on se permet de refaire encore une sélection dans l'élevage. Donc il y a une partie qui était prédestinée, mais qui ne sera pas forcément dans la cuvée au final, et qui repart dans le traditionnel. D'accord. Et voilà, on fait 1200, 1500 bouteilles par an. Mais j'ai envie aussi d'agrandir la cave de Fuchsen, donc c'est des pièces bourguignonnes. Et depuis 2015 aussi, on sait exactement ce qu'on veut dans cette cuvée, quoi, et on est très content du résultat. Ça, c'est une bonne chose. On peut dire qu'avant, vous cherchiez un petit peu et là, on va dire, c'est un peu la consécration. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, comme on fait 3 cuvées, forcément, il y a plusieurs modalités possibles. Et plus de Fuchsen aussi pour faire des cuvées plus singulières, des vins de lieu. Alors on a la chance chez nous, c'est qu'on a quand même 30% de notre surface en grand cru, et pas mal de communal à Ibissal, mais pas encore de vrais vins de lieu hors grand cru. Et donc avec cette méthode de vinification, on pourra faire des plus petits volumes et des sélections parcellaires sympas. Donc il y aurait un potentiel premier cru en rouge, et puis un ou deux en blanc aussi, quoi. Voilà. Espérons, ouais. J'espère aussi. Voilà, en tout cas, je pense qu'on est dans la bonne voie, et puis j'encourage un peu les confrères à jouer le jeu aussi, parce que on a de plus en plus de travail à faire au niveau de la valorisation de nos vins, de la communication, et si on ose affirmer ce qu'on est et ce qu'on sait faire, je pense que ce sera une belle réussite pour le futur. Et il faut savoir que ça fait que 40 ans qu'on parle de cépage en Alsace. Alors ça nous a fait beaucoup de bien pendant 20, 30 ans, même 40 ans. Mais là maintenant, je pense qu'on peut aller au-delà de ça. Il faut passer à des multipliés. On peut aller au-delà de ça. Voilà. Donc on va passer au vin suivant. Allez, zoom. Donc si je ne me trompe pas, ouais, c'est celui-là. Donc le Riesling Fersigberg. Donc ça c'est du 2014, qui était aussi une belle année pour les Riesling. Et la particularité, c'est qu'on est sur un terroir très chaud, très solaire, dans une année un petit peu plus fraîche que la normale. Et donc là, c'est le lieu-dit Sundel. Donc c'est le terroir le plus escarpé du village. Et les vignes ici qui ont 45 ans. Donc des rendements relativement faibles. Et puis voilà, un style quand même très singulier. Et on a cœur de justement faire des vins qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui ont une forte personnalité. Et ici, le type de sol, donc c'est calcaro-gréseux, et c'est des calcaires du Muschelkalk, donc très ancien, du Jurassique moyen. Je crois que c'est 300 millions d'années, si je ne me trompe pas. Et voilà, quelques années près. Non, je pense pas, c'est vrai. Quand même pas. Et donc ici, la colline des pêchiers, pêche de vigne, Fersigberg, et on retrouve justement des notes de pêche blanche, de peau de pêche, abricot, mirabelle, et puis aussi des notes d'agrumes confits, comme la mandarine, et des notes un peu terpéniques, style cire d'abeille, miel d'acacia, et puis le côté légèrement hydrocarbure, avec des belles notes minérales. Donc je t'en prie, on va goûter. On va voir si je dis pas de bêtises. En tout cas, déjà, on a une très belle minéralité. C'est bluffant. Voilà, pour moi, c'est la biodynamie qui parle, parce que c'est la parcelle la plus ancienne qu'on a conduite en biodynamie. Alors, le père, j'ai la chance que le père ait arrêté les produits de synthèse en 82, et on a apporté les premiers composts dès l'arrêt des produits de synthèse, et on a pu entretenir la vie microbienne du sol et avoir une biodiversité quand même très large. Et on a, bien sûr, dans ce terroir-là,
une flore et même une faune assez unique. Et c'est ce qui rend le vin aussi singulier avec du caractère. Alors on a ce côté très large, très gras. C'est un vin qui a seulement 2 grammes de sucre résiduel et qui a une certaine tendresse malgré tout, quoi. On a cette minéralité, mais on a une acidité qui est fine et qui est mûre. On a un côté un petit peu, une amertume douce qu'on retrouve en fin de bouche, et même un côté un petit peu tannique. C'est un vin qui a 14 degrés d'alcool, mais voilà, ça ne pose pas de problème. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est que pour les blancs, tout est élevé en foudre. Et l'élevage dure entre 10 et 12 mois. Donc ça peut arriver des fois qu'on mette en bouteille 2 semaines avant les vendanges. Et jusqu'à présent, on faisait toute la mise en même temps. Alors on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire une partie aussi au printemps. Mais pas pour les grands vins, quoi. Les grands crus, ils restent toujours 1 an pratiquement en fût, quoi. Et puis ça permet aussi de préserver nos tonneaux. Il faut savoir que pour des régions, des notions d'hygiène et puis de préservation du bois, il vaut mieux qu'il soit toujours plein. Et autrement, il faut passer du temps pour le briquer et le protéger des mauvais goûts, des moisissures et des bactéries qui pourraient se loger dans le tonneau. Donc on les nettoie 3 fois par an, à l'eau claire et parfois à la brosse, mais on essaye de pas trop toucher pour vraiment préserver la pâte, la signature qu'on a dans nos fûts. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi de pas toujours changer le moins possible de fût. On a le fût qui va pour le Riesling, celui qui va pour le Pinot Gris, etc. C'est assez rare que quand tu l'as trouvé, on touche plus. Oui, voilà. Mais après, le souci, c'est qu'on n'a pas tous les ans le même volume. Et bon, pendant les fermentations, c'est pas trop grave, mais c'est après, à la fin, quand le vin est en élevage, il faut pas que le tonneau soit trop en vidange. Il y en a qui sont mieux protégés, qui résistent mieux que d'autres, ça on le sait. On fait toujours attention à ça. Et puis d'autres qui aiment l'air. C'est ça qui est fou, c'est que ça nous arrive d'avoir des vins qui sont réduits alors qu'on n'a jamais ajouté de soufre. On n'a pas fait différemment des autres. Et malgré les aérations, le vin reste assez fermé. Et quand c'est comme ça, il faut faire du traitement personnalisé pour ces cuvées-là. Et en fait, c'est souvent les grands vins qui donnent le plus de complications en cave. Et il faut surtout pas vouloir trop les perturber, quoi. Vaut mieux les laisser faire. Et parce que la matière première était saine et suffisamment mûre et qualitative, il n'y a pas de lézard, je pense, à les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Grâce justement à cette biodynamie dont je parlais au départ. Autrement, ce serait pas aussi beau dans la cave, quoi. En 2015, on a osé faire des vins sans soufre, on en a fait quand même 6 différents, dont un grand cru. Il s'en sort bien, il est à peine sur la carte là depuis le début de l'année. Mais c'était un challenge parce que ce vin-là, il a des sucres résiduels, donc c'est vrai que... Ouais, faut oser, quoi. Oui, alors c'est quand même légèrement filtré, parce que sinon ce serait impossible. Et le vin est très stable et tous les 2015 se goûtent encore très bien, donc c'était une grande satisfaction. On a encore pas mal de cigonnaires parce qu'on a fait tout le volume. Mais ceux qui ont adhéré, ils sont heureux de pouvoir le retrouver quand ils viennent chez nous, quand ils commandent. Donc c'est sympa. Mais en 2017, on n'en a fait aucun parce que on voulait vraiment préserver au maximum l'élégance qu'on avait dans les vins parce que c'était une super année. On s'est vraiment fait plaisir à bonifier ces vins. En 2016, on en a fait 2. Alors, ça dépend des années. Et puis, c'est quelque chose qui relève un petit peu de chance aussi, quoi. C'est pas d'une année sur l'autre que systématiquement le vin. Ouais, c'est ce que je dis toujours. Une recette, ça n'existe pas. C'est non, c'est ça, ouais, tout à fait. Et on fait un métier justement, où on n'a pas toujours envie d'avoir le même vin d'une année sur l'autre, quoi. Et surtout dans cette démarche de travail-là. Et les clients le comprennent et sont enchantés parce que d'une année sur l'autre, c'est pas forcément
le même vin qu'ils vont apprécier le plus, quoi. Donc ils redécouvrent et ça c'est appréciable. Et c'est pour ça que moi je m'ennuie pas aussi. Et le vin en milieu de dynamique a plusieurs facettes. D'un jour à l'autre ou d'un moment à l'autre, il va dégager d'autres saveurs, d'autres arômes. Et c'est ça qui est plaisant et intéressant parce que le vin est vivant. Et a un potentiel de garde suffisamment important et il tient malgré tout longtemps à l'air, quoi. Là, tu nous as présenté donc le Pinot Noir, un grand cru. Les rendements que vous avez sur ces parcelles, j'imagine qu'elles sont pas très élevées, quoi. Non, c'est clair. Donc, le Pinot Noir, on peut faire entre 40 et 45 hecto-hectares. Ouais. Celui-ci, c'est plutôt 30-40. D'accord. Et puis le Gewürz, c'est 40-50. Mais 50, c'est rare. 50, c'est pas. D'accord. Voilà. C'est des vignes qui ont au moins 45 ans. Pinot Noir 40, 45 le Riesling, et le troisième qu'on va goûter, c'est une moyenne d'âge de 5 ans. D'accord. Et vous avez quelle surface sur le domaine? On a 9 hectares et demi, et les 2 tiers au village, les 3 quarts ou même les 9 dixièmes en côteux. Et on produit 55 000 bouteilles, mais tout n'est pas vinifié. Tout est vinifié, mais tout n'est pas forcément mis en bouteille et commercialisé sous notre nom. Parce que on n'a pas toujours le marché pour certains vins, certains cépages, et aussi parce qu'on veut garder que le meilleur et vraiment faire ce qu'on a envie, quoi. On va pas mettre en bouteille un vin qui nous plaît pas. La dernière fois que tu as bu ce Riesling, c'était à quelle occasion? C'est pas si vieux, mais je m'en souviens pas. Je sais que c'est pas si vieux. Mais j'en goûte tellement que des fois je me perds le pédale. C'est pas bien. Non, là tu me poses une colle. Je dois faire moins d'une semaine, mais je me souviens pas. Donc ça veut dire que la soirée a mal fini, quoi. Non, c'est que souvent on goûte beaucoup de choses en même temps. Enfin, pas en même temps, mais on goûte beaucoup de choses. Donc lors d'une dégustation, quoi. Ouais. Et là, Albert, Fessel-Hubert, c'est les grands crus ISM. Ouais, tout à fait. Pour toi, est-ce que tu as un souvenir particulier de ton enfance sur ces grands crus-là, ou finalement tu les as réellement découverts lorsque tu as commencé à vinifier? C'est des parcelles que j'avais toujours plaisir à travailler dedans. Bon, j'ai commencé 14-15 ans à travailler. Mais c'est vrai que j'avais pas encore suffisamment d'expérience pour me rendre compte des travaux qu'on effectuait. Mais je sentais bien que c'était quelque chose un lieu qui sortait du lot, quoi. Et, dans le prochain, le H-Berg, c'est quand même pratiquement 2 hectares. Donc en grand cru, c'est assez inconséquent, dans 3 cépages différents. Et voilà, c'est les vieux pieds, les vieux ceps qui sont assez imposants. Et où il faut peut-être aussi apporter un suivi plus soigné, plus particulier. Et c'est aussi des sélections de cépages de bois plus anciens et qui souvent résistent mieux aux maladies et où il y a moins de pieds malades ou de pieds qu'il faut remplacer. Et c'est souvent les vieilles parcelles qu'on aimerait renouveler, mais dans lesquelles il manque aucun pied, quoi. Tout ça parce que c'est 1,50 de large et qu'on aimerait avoir du 1,70, 1,80. Moi je trouve c'est bête. Papa est très bricoleur et il a su préserver un vieux coucou de plus de 40 ans qui est parfait pour ses vignes. Qui passe, nickel, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, tant qu'il existe, on reste comme ça. Mais il faut le chauffer avec, c'est ça le problème. Il faut le chauffer avec. Et il est en âge de la retraite maintenant, donc voilà. Mince. C'est une partie où je cache un peu les travaux mécaniques pour l'instant, mais c'est un bon challenge pour apprendre et parfaire son savoir-faire dans ce domaine-là, quoi. On peut pas faire tout en même temps dans une petite structure familiale comme ça. On commence par une spécialité, puis une autre, et puis
on prend goût à chaque fois, à chacune, et c'est ça qui est plaisant. Voilà, moi j'ai 29 ans là, en septembre. T'es vieux jeu. Ouais, finalement, je suis un peu vieux maintenant. C'est vrai. Jusqu'à présent, je disais toujours que j'étais un peu jeune, et puis je fais aussi un peu le jeuneau, quoi. J'aime bien jouer de ça, mais bon, maintenant je suis chef, quoi. Et c'est ça. Maintenant, faut assumer, quoi. Depuis cette année, c'est ça. Voilà. Les accords que j'ai pas dit sur ce. Pas encore, non. Ouais, on peut se lâcher, hein. Un cendre grillé, une lotte pochée, des cuisses de grenouille, noix de Saint-Jacques à la nage, par exemple, des viandes blanches sur des veaux, sur un vol au vent, un coq au Riesling. Voilà, choucroute, non. Ce serait péché. Franchement, ce serait. Non, là. Faut pas déconner. Ouais. Non, mais comme dit, toutes sortes de poissons, même des salades fraîches, quoi, salades gourmandes. Tout à fait. Des plats un peu légers aussi, quoi, plutôt d'été. Effectivement, comme tu parlais de salade, je verrais bien un peu de balsamique éventuellement pour un peu créer le contraste entre l'acidité. Ça serait peut-être pas mal, effectivement. Ouais, on peut se lâcher, quoi. C'est ça. Bon, bien sûr, il y a plein d'autres choses, mais bien sûr. Sur le coup, c'est ce qui me vient là. Ah si, le comté. Ah oui, un vieux comté, avec ce côté un petit peu cristallin comme ça, qui croque sous la dent, avec ça, là, franchement, bon, tu ramènes. Ah, j'en ai encore un petit peu, je crois. C'est les clients de demain matin qui vont être tristes, parce qu'il n'y en aura plus. Allez, suivant. Donc là, c'est l'Eichberg Grand Cru Gewürztraminer. Donc en 2017. Alors c'est une jeune cuvée, mais très prometteuse, et qui est déjà très expressive et très bien structurée. C'est une volonté cette année-là de faire un Gewürz le plus sec possible. Alors officiellement, pour un demi-gramme près, il est demi-sec, quoi. Donc il a 8 grammes 5 et 14 années d'alcool, donc pour moi il est sec. Et surtout en grand cru, quoi. C'était quand même une prouesse, quoi, d'arriver à faire quelque chose d'élégant avec aussi peu de sucre résiduel, parce qu'on a vite un côté amer, alcooleux dans le Gewürz quand il est sec, quoi. Et surtout récolter des degrés de maturité quand même très avancés. L'Eichberg, c'est un terroir qui nous le permet aussi. Déjà parce que c'est des vieilles vignes, parce que le type de sol et l'exposition va bien. Donc là, c'est marno-calcaire, des calcaires de l'Oligocène, donc plus tendres et plus jeunes. C'est des petits coquillages qui a fait un calcaire clair et assez fin. C'est des pentes douces exposées sud-sud-est. Et malgré tout, il y a peu de terre, quoi. 40 cm sous terre, on est déjà sur le calcaire. Et donc là, les vignes sont 50 ans, comme je disais. 2017, on a pu garder des belles acidités, de la fraîcheur, et malgré des beaux degrés de maturité. Et ici, on a égrappé une partie de la vendange pour justement éviter d'avoir des goûts un peu tanniques et acerbes. Et une petite macération dans le pressoir pour arrondir les amers, des amers un peu plus doux. Et dans l'équilibre, c'est vraiment sympa parce qu'on se rend compte qu'on peut faire des grands vins de terroir secs en Gewürz qui restent très fruités, et on a ce côté ample, gras en bouche qui nous fait penser à de la douceur du sucre. Mais voilà, on arrive à le faire sans, quoi. On peut se passer dessus. Tout à fait. Et donc, tu les grappes. Vraiment éviter, l'amertume d'extraction, quoi. Ouais, et puis en général, l'élevage est plus facile. Plus facile, d'accord. Il y a moins de complications, et puis... Malgré un pressurage long, tu... Ouais. Ah ouais, d'accord.
Mais on évite le côté un peu alcooleux et le côté astringent qu'on peut avoir. Tout à fait. Et donc là, on est sur un millésime 2017, hein, donc effectivement, jeune. Là. Mhm. Ouais, je me suis aussi amusé à... Bon, la nappe, elle aide pas trop, quoi, mais à aller serrer dans les carafes pour voir la robe, la teinte, quoi. Ah oui, là, on a un beau jaune. Hein. Ouais. Et dans le Riesling, j'ai pas parlé, mais on a aussi le côté, le vrai jaune d'or, et puis des reflets un petit peu verdâtres qui montrent que le vin a encore toute sa jeunesse et qu'il a un potentiel de vieillissement assez important. Alors c'est du 2014 de Riesling. Chez nous, on ne vendra jamais un Riesling Grand Cru qui a moins de 2 ans. Donc c'est 1 an en foudre et au moins 2 ans en bouteille avant d'être vendu. C'est un peu notre règle d'or pour nos grands crus. Alors lui, c'est un peu l'exception parce que en Gewürz, voilà, c'est Charrette. Ouais, un coup c'est magnifique et un coup, c'est pas vraiment du grand cru parce qu'on est aussi un peu plus, peut-être assez exigeant, mais c'est un terroir en Gewürz qui est pas toujours évident. Donc vous le revendiquez pas systématiquement? Non. 2016 c'était pas du tout l'année. 2015, malheureusement, on a eu une volatile assez conséquente. 2014, c'était pas une année non plus. Et donc, le précédent, c'était du 13, quoi. 12 et 13, c'était des très bons millésimes en Gewürztreiber. Et voilà, donc on a sauté un peu quelques années. C'est pour ça que lui, c'est un peu l'exception au niveau de l'âge du vin, quoi. Et donc là, on a des notes de fruits blancs, de fruits le côté ananas, le côté légèrement litchi, mais c'est pas litchi tout à fait explosif. La rose, c'est incontournable bien sûr, mais on a aussi des épices et puis le côté agrumes confits, pamplemousse, mandarine et des petites notes d'épices, mais bon, ça je sais jamais. C'est rigolo parce que quand tu disais ananas et litchi, en fait compte, c'est parce que je t'en ai parlé, tu les as sentis. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait compte, l'ananas litchi, c'est pas comme si tu avais le fruit chacun, c'est comme si finalement tu avais un mélange des deux. C'est le mélange des deux. Ouais, c'est vraiment là où il y a une subtilité, quoi. Parce que souvent dans les Gewürztraminer très opulents, tu as effectivement l'ananas que tu sens bien, le litchi. Là, c'est presque un mélange des deux, tu vois. Et puis c'est gourmand, quoi, Et encore une fois, t'as de la minéralité là-dedans. T'as un côté salin. Alors c'est lié aussi peut-être à l'alcool, bien sûr, mais ça a quelque chose de dense, de riche, et il n'y a pas besoin de sucre pour avoir ça, quoi. Ouais, c'est droit, hein. Franchement, c'est... Je trouve ça franchement, ça claque, et un Gewürz de gastronomie comme ça, là, ça... on peut s'amuser. Là, tu peux t'amuser, franchement. En parlant de ça, quel est pour toi, d'ailleurs, l'accord sur lequel un cuisinier t'a le plus surpris sur un Gewürz, justement, grand cru, comme ça? C'est vrai que c'est pas vraiment adapté à notre cuisine locale. Ça, on est d'accord. Parce que voilà, le Munster et puis le foie gras, ça va. Et en plus là, ça serait à Munster, il n'y aurait pas. Non. On est d'accord. Là, non, il faut des vins plus riches que ça pour là, il faut vraiment de la gastronomie, quoi. Un turbo braisé, par exemple. Ouais. Sur des gambas à la taille. Sur une tagine. C'est ce que j'allais dire, un petit peu d'épices, ouais, ça, je pense qu'il faudrait partir là-dessus. Ouais. Une cuisine un peu épicée, relevée, des poissons gras, poissons fumés. Et foie gras poêlé, pourquoi pas. Et souvent on associe les poissons avec des agrumes, ça irait très bien aussi. Ou même juste en papillote avec de l'écorce, de l'écorce d'agrumes comme ça, juste en papillote là. Ouais. Franchement, ça ira vraiment bien comme ça, je pense. Ouais, et souvent avec les grands vins, en fait, il faut faire une cuisine simple. Simple, finalement. Des beaux produits, mais une cuisine simple. Ouais. Mais c'est ce qui est le plus dur à faire. C'est comme le vin. Ouais, c'est ça.
sûr. Avoir un beau produit pour avoir un beau vin à arriver, quoi. C'est le plus dur à faire. Et alors, question que je pose en ce moment, le petit Frédéric vigneron, c'était une évidence? Non, non, du tout. Du tout. Enfin, du tout. À un moment donné, si, on y réfléchit quand même, bien sûr. Je dirais à l'âge de 18-20 ans, quand j'ai commencé les grandes études, là, j'y ai réfléchi, mais avant, je me posais pas la question déjà, et puis, c'était pas une évidence, quoi. Et moi, ce qui m'a plu au départ, c'était le relationnel, le contact, l'échange avec les gens. Donc j'ai très vite fait les dégustations, et quand j'étais petit, j'avais 4-5 ans, je voyais les gens dans la cour, je les emmenais jusqu'au caveau, je les installais, j'appelais ma maman et je venais m'asseoir à côté des clients, quoi. Et j'attendais ce qui se passe, quoi, je regardais en spectateur, et puis... Ah, donc il y avait déjà une fibre. Ouais, mais c'était plutôt la fibre... Le contact avec l'autre. Ouais, voilà. Et puis après est venue la dégustation. J'ai commencé à déguster assez jeune, bien sûr. Et puis, j'ai toujours eu à cœur de goûter des bonnes choses. J'aime bien manger aussi depuis toujours. Et donc, forcément, ça va de pair. Et la passion m'est venue à travers les vins d'abord. Et ensuite, comprendre pourquoi le vin s'exprime de telle ou telle manière. Et tout ce qui est agronomie de la vigne, ça c'est aussi venu un peu plus tard, quoi. Donc j'ai en fait tout fait dans l'autre sens, quoi. Donc la vente, la dégustation, la vinification et maintenant plutôt la vigne, quoi. Et je pense que c'était pas une mauvaise chose. Et après, je pense que je suis l'outil le plus adapté pour le futur de notre maison. Donc il y a aussi l'envie de perpétuer ce savoir-faire et puis... et de le faire évoluer aussi. Ouais, bien sûr, ça c'est clair. Ouais. Parce que j'imagine que, par exemple, une viticulture d'il y a 30 ans ne te conviendrait pas. Non, voilà. Du tout, non, c'est clair. C'est clair, et puis il y a tellement encore de manières d'améliorer, de valoriser ce qu'on fait. Et c'est motivant. Ouais. Et puis on n'est pas tout seul, quoi. Je vois mon voisin qui bricole dehors, mon voisin là aussi. On échange toujours beaucoup ensemble, et puis ça fait avancer, quoi. Et c'est plus comme à l'époque où c'était le secret de famille. Ouais, chacun pour soi et chacun pour soi, ouais, c'est ça. Et on se retrouve beaucoup entre jeunes vignerons, on fait des soirées d'information, des formations, des visites, et bien sûr des salons, des dégustations ensemble. Et on voit qu'on devrait pas être à côté de la plaque parce que finalement on s'entend très bien et on défend tous des valeurs communes et l'envie de faire des vins à forte personnalité parce qu'on a les moyens, on a tous les outils pour, quoi. On serait bête de ne pas le faire. Alors, en tout cas, merci. Avec grand plaisir. Santé encore. Santé.